Bienvenue dans le module 1 de chimie de l'année terminale, option BIOF, la cinétique chimique, la leçon 1. Transformation lente et transformation rapide. En premier lieu, on va faire un rappel sur l'oxydo-réduction déjà vu en première année du baccalauréat. On va commencer par rappeler qu'est-ce que c'est qu'un réducteur. Le réducteur est une espèce chimique capable de perdre un ou plusieurs électrons pendant une réaction chimique, selon la réaction suivante. Le réducteur est noté RED, l'oxydant OX et N électrons. Donc ce réducteur va se transformer en OX et il va libérer un ou plusieurs électrons selon la valeur de N. Donnons des exemples. L'atome d'argent qui libère un électron et il devient ion Hg+. Donc Hg est un réducteur. C'est l'équivalent de RED en général. Ici dans cette réaction, Hg+, c'est l'équivalent de OX. Par exemple, les atomes de cuivre vont perdre 2 électrons et devenir Cu2+. Donc l'atome de cuivre ici est un réducteur. Par exemple aussi, l'atome d'aluminium qui libère 3 électrons. Il devient Al3+. Donc l'aluminium ou bien les atomes d'aluminium sont des réducteurs. On voit bien qu'un réducteur peut perdre 1, 2, 3 électrons ou plus. Donc il peut perdre un ou plusieurs électrons. Cette réaction au cours de laquelle l'espèce chimique perd un ou plusieurs électrons s'appelle une oxydation. Donc, une oxydation, c'est une réaction au cours de laquelle une espèce chimique perd un ou plusieurs électrons. Donc, ceci est une réaction d'oxydation, de même pour l'aluminium, de même pour l'argent. D'une façon générale, l'oxydation fait perdre au réducteur un ou plusieurs électrons. Après avoir donné la définition d'un réducteur, maintenant un oxydant, c'est l'opposé du réducteur. C'est une espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons lors d'une réaction, selon l'équation suivante. OX plus N électrons, ça donne RED. Ça veut dire que l'oxydant, c'est l'abréviation OX de l'oxydant, plus N électrons, c'est-à-dire il gagne un ou plusieurs électrons, se transforme en réducteur. Exemple, on va prendre l'inverse des exemples précédents. Soit Hg+, l'ion Hg+, qui va gagner un électron pour donner Hg. Donc Hg+, ici, c'est l'oxydant, c'est l'équivalent de OX. Un électron, c'est l'équivalent de N électrons. N est égal à 1 ici. Hg, c'est le réducteur. Donc ceci, c'est l'équation selon laquelle un oxydant gagne un électron. Ça peut être 2 électrons. Par exemple, le Cu2+. C'est l'oxydant qui va gagner 2 électrons pour devenir Cu. Il peut même gagner 3 électrons. Al3+, plus 3 électrons Al. Donc Al3+, Cu2+, Hg+, ce sont des oxydants. Ag, Cu et Al, ce sont des réducteurs. La réaction au cours de laquelle l'oxydant gagne un ou plusieurs électrons est appelée une réduction. C'est l'opposé de l'oxydation. Donc, une réduction est une réaction au cours de laquelle une espèce chimique gagne un ou plusieurs électrons. Donc, toutes ces réactions-là sont des réactions de réduction. Passons maintenant à la notion du couple oxydant-réducteur. Il y a 2 espèces chimiques, une qui va jouer le rôle d'un oxydant et l'autre d'un réducteur. Donc la définition du couple oxydant-réducteur, elle est formée d'un oxydant et d'un réducteur conjugué, noté OX sur RED, capable d'échanger des électrons selon la demi-équation électronique suivante. Essayons de s'attarder un peu ici. Donc le couple oxydant-réducteur, il est formé d'un oxydant et d'un réducteur.
il y a le mot conjugué. Ça veut dire que chaque fois dans une réaction chimique, s'il y a un oxydant, on doit trouver de l'autre côté son réducteur conjugué, c'est-à-dire le réducteur qui l'accompagne. Et de même pour le réducteur. Si dans une réaction d'oxydoréduction, il y a un réducteur, il faut automatiquement de l'autre côté avoir son oxydant conjugué. Donc les deux espèces vont l'une avec l'autre. Ce couple est noté de cette façon-là. Toujours l'oxydant, soi-disant au numérateur, et le réducteur au dénominateur. Donc c'est ox sur red. Ces deux espèces capables d'échanger des électrons, c'est-à-dire si l'oxydant gagne des électrons, il devient réducteur. Et inversement, si le réducteur perd des électrons, il devient oxydant. Cette réaction s'appelle la demi-équation électronique. Il s'écrit de cette façon. Toujours la demi-équation électronique, elle commence par ox plus n électrons, une double flèche red. La double flèche indique que si l'oxydant gagne des électrons, il devient réducteur. Si le réducteur perd des électrons, il devient oxydant. Donc ceci, c'est la demi-équation électronique du couple ox-red. Prenons des exemples. On va garder les mêmes exemples que tout à l'heure. Le couple redox de l'argent. Redox veut dire oxydant réducteur. Il est noté Ag+ sur Ag, car Ag+ était un oxydant, Ag elle est un réducteur. La demi-équation électronique de ce couple s'écrit Ag+ plus un électron donne Ag. Le couple redox du cuivre, elle est notée Cu2+ sur Cu. Sa demi-équation est la suivante. Cu2+ plus 2 électrons donne Cu. Troisième couple, par exemple, de l'aluminium, qui s'écrit Al3 plus Al, et qui donne comme demi-équation électronique Al3 plus 3 électrons donne Al. Je sais bien que vous vous demandez comment on va savoir que c'est 1 ou 2 ou 3 électrons, quel est l'élément qui est dans les réactifs, l'autre dans les produits. Tout ça, on le verra après. Maintenant, je m'intéresse à comment écrire la demi-équation électronique. Après, je vous apprendrai comment écrire et équilibrer cette demi-équation, bien comment trouver le nombre de ox, de red et le nombre n. Passons à la réaction d'oxydoréduction. Cette réaction d'oxydoréduction, il nécessite toujours deux couples redox. C'est-à-dire, pour avoir une réaction d'oxydoréduction, il vous faut deux couples ox-red, ox-red. Donc, jamais une réaction ne se fait avec un seul couple, c'est toujours deux. De telle manière que l'oxydant de l'un des deux couples réagit avec le réducteur de l'autre couple. Comme indiqué sur le schéma à droite, j'ai un oxydant 1, réducteur 1, c'est le premier couple. Oxydant 2, réducteur 2, c'est le deuxième couple. Je suppose ici que l'oxydant du premier couple va réagir avec le réducteur du deuxième couple. Donc il y aura une réaction entre OX1 et RED2. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme produit? Ils vont donner l'oxydant 2 et le réducteur 1. Pour écrire l'équation bilan de cette réaction, on procède comme suit. D'abord, on écrit les demi-équations électroniques des deux couples. OX1, N1 électron, RED1, RED2, OX2 plus N électron. Je tiens à préciser pour faciliter l'écriture de l'équation bilan, vous devez commencer chaque demi-équation électronique par l'espèce qui va réagir. Je suppose ici que c'est OX1 qui va réagir. Donc, la demi-équation de OX1, RED1, va commencer avec OX1 comme réactif. Pour le deuxième couple, c'est RED2 qui va réagir. Donc, je vais commencer la demi-équation du deuxième couple par RED2. Donc, la première chose, c'est ça. Deuxièmement, il faut s'assurer que le nombre des électrons gagnés par OX1 est le même que le nombre des électrons perdus par RED2. Pour cela, il se peut que N1 soit différent de N2. À ce moment-là, on multiplie les deux demi-équations
chacune par le coefficient de l'autre. Ici, je multiplie par N2 et la deuxième par N1. Et les deux demi-équations électroniques s'écrivent maintenant de cette façon. N2 OX1, N2 N1 électron, c'est la multiplication de N2 par ça, et par N1 électron, et enfin par RED1. La deuxième, c'est la même chose. N1 RED2, c'est écrit ici. N1 OX2, la voilà. N1 N2 électron, la voilà. Maintenant, je suis sûr que le nombre d'électrons gagnés pendant la première demi-équation est le même perdu pendant la deuxième demi-équation. Donc, pour écrire l'équation bilan, on fait la somme membre à membre des deux demi-équations électroniques. Alors, à savoir une chose, c'est que les électrons perdus par R2, ce nombre-là, est le même que celui gagné par OX1. Donc, dans l'équation bilan, les électrons n'apparaissent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se simplifier, ce n'est pas une équation mathématique. Mais la réalité, c'est que les électrons perdus sont égaux aux électrons consommés. Maintenant, l'équation, on fait la somme et ça donne N2 OX1 plus N1 RED2 qui donne N1 OX2 plus N2 RED1. Je rappelle, dans le bilan de la réaction, les électrons n'apparaissent pas. Donnons quelques exemples d'écriture d'équation bilan d'oxydoréduction. Soit par exemple l'ion Ag+, qui va réagir avec le métal cuivre. Donc la demi-équation électronique de Ag+, va commencer avec Ag+, comme demi-équation, et celle du cuivre, elle commencera par Cu. Donc, le nom des réactifs et les données dans la question. On vous donne par exemple, l'ion Ag+, réagit avec les atomes de cuivre. À ce moment-là, vous savez bien que vous devez commencer la demi-équation de l'argent par Ag+, et celle du cuivre par Cu. Une fois les deux demi-équations écrites, il faut équilibrer le nombre d'électrons gagnés et perdus. Ici, j'ai un électron de gagné, ici j'ai deux de perdus. Donc, ce n'est pas le même nombre. Je multiplie la première par 2 et la deuxième par 1. J'aurai donc 2 Ag+, plus 2 électrons, dont 2 Ag. Et ici, ça restera la même chose. Faisons la somme membre à membre. Ça donnera 2 Ag+, plus Cu, comme produit 2 Ag, plus Cu de plus. Deuxième exemple. Soit la réaction des ions cuivre avec le métal aluminium. Donc, l'exercice ou bien la question précise le nom des réactifs. Donc, je dois commencer la demi-équation électronique du cuivre par Cu de plus et celle de l'aluminium par les atomes d'aluminium. Le nombre d'électrons gagnés et perdus n'est pas le même. Je multiplie la première par 3, la deuxième par 2. 3 fois 2, 6. 2 fois 3, 6. Donc, le nombre d'électrons gagnés égale au nombre d'électrons perdus. J'aurai donc comme équation bilan 3 Cu de plus 2 Al, donc 3 Cu plus 2 Al3+. Prenons un dernier exemple, celui de l'action des ions fer, 2, appelé aussi les ions ferreux. C'est un oxydant. Il va gagner 2 électrons pour donner le fer, Fe. Il va réagir avec le métal zinc. Le zinc s'oxyde en Zn2+, et perd 2 électrons. Ici, le nombre d'électrons gagnés et perdus est le même. Donc, il n'y a pas lieu de faire la multiplication de quoi que ce soit. Donc, le bilan, c'est Fe2+, plus Zn donne Fe plus Zn2+. Maintenant, passons à une chose très importante. C'est comment écrire une demi-équation électronique en milieu acide. Et surtout pour les oxydants et les réducteurs qui sont polyatomiques. Pour l'instant, tous les oxydants et les réducteurs donnés en exemple, ce sont
des espèces monoatomiques. Il contient un seul élément. Prenons un exemple, le couple Cr2O7 Cr3+. C'est l'ion bichromate. Et ça, c'est l'ion Cr3+. L'ion bichromate colore la solution en orange. Par contre, l'ion Cr3+, colore la solution en vert. Donc, ce couple-là, je vais essayer d'écrire sa demi-équation électronique en milieu acide. Alors, première chose à faire, c'est écrire la demi-équation électronique d'une façon générale. Je veux dire, OX plus N électrons donne RED. En remplaçant OX par son équivalent ici, Cr2O7- et RED par Cr3+. C'est le début de l'écriture. Première chose à faire, après avoir écrit d'une façon générale la demi-équation électronique à partir de l'écriture du couple, c'est équilibrer l'élément chimique qui n'est pas oxygène et n'est pas hydrogène, c'est-à-dire les autres éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. Ici, c'est l'élément chrome. Donc, on va équilibrer l'élément chrome dans cette équation. Dans les réactifs, j'ai 2 Cr et dans les produits, j'ai un seul. Ici, on va multiplier Cr3+ par 2. Et l'équation s'écrira de nouveau Cr2O7- N électrons dans 2 Cr3+. Maintenant, l'élément chrome est équilibré dans les réactifs et les produits. Deuxième chose à faire, c'est équilibrer l'élément oxygène. En milieu acide, l'élément oxygène, il est équilibré par les molécules d'eau. Je vais voir combien d'atomes d'oxygène j'ai dans les réactifs et j'ajoute dans les produits autant de molécules d'eau. Ici, j'ai 7 atomes d'oxygène, donc je dois rajouter dans les produits 7 molécules d'eau. Et la demi-équation électronique deviendra Cr2O7, N électrons, 2Cr3+, 7H2O. Donc, ces molécules d'eau ont équilibré l'oxygène, mais elles ont apporté 14 hydrogènes, 7 fois 2. Et dans un milieu acide, l'élément hydrogène est équilibré par les ions H+. Donc, on équilibre l'élément hydrogène en rajoutant dans les réactifs autant d'hydrogène qu'il y en a dans les produits, sous forme d'H+. Donc, je vais ajouter ici 14H+. Et l'équation s'écrira Cr2O7- plus 14H+, plus N électrons dans 2Cr3+, plus 7H2O. Alors, cette équation maintenant, de point de vue matière, elle est équilibrée. Il y a conservation de la matière. Le chrome, il est conservé, l'hydrogène aussi, l'oxygène aussi. Mais il n'est pas équilibré de point de vue électrique. Ça veut dire le nombre de charges électriques dans les réactifs n'est pas égal au nombre de charges électriques dans les produits. C'est-à-dire le nombre de charges électriques dans les réactifs est différent du nombre de charges électriques dans les produits. Ce qu'on va faire, on va poser au-dessous de chaque espèce chimique le nombre de charges qu'il porte. Pour cela, j'obtiens Cr2O7- il a 2 charges négatives, c'est moins 2. 14H+, il a 14+. Et chaque électron possède une seule charge, mais j'ai N électrons, donc j'ai moins N. Pour le chrome, chaque chrome porte 3+, et j'ai 2 Cr, ça fera 2 fois 3+, ça fera 6+. La molécule d'eau, elle est électriquement neutre. Donc, j'aurai comme équation moins 2 plus 14 moins N égale à 6. La somme des charges des réactifs égale la somme des charges des produits. En résolvant cette équation, on trouve N égale à 6. Donc, on réécrit enfin cette équation-là en remplaçant N par 6. Cr2O7- 14H+, plus 6 électrons, ça donne 2Cr3+, plus 7H2O. Bien entendu,
Lors de l'exécution d'un exercice, ou bien au cours d'une interrogation, ou bien à l'examen, on n'écrit pas ces étapes. On écrit seulement le nom du couple et la demi-équation électronique. Donc, pour trouver cette équation électronique, vous devez exécuter ces étapes au brouillon. Prenons maintenant l'exemple d'écriture de l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction. Soit la réaction entre les ions Cr2O7- et Fe2+ en milieu acide. Donc vous voyez bien que la question précise les réactifs. Il y a un réactif, le bichromate, et les ions ferreux, Fer2, et ceci en milieu acide. La deuxième chose que doit donner la question ou bien l'information que vous devez avoir, c'est les couples qui vont participer à cette réaction. On donne les couples participants à la réaction. Cr2O7- Cr3+, Fe3+ sur Fe2+. Ceci est un oxydant, ceci est un réducteur. Comme déjà dit, j'écris d'abord les deux demi-équations électroniques des deux couples. La première, on l'a déjà écrit tout à l'heure, puis la demi-équation électronique du couple Fe3+, Fe2+, c'est un ion monoatomique. Donc je vais commencer par Fe2+, qui donne Fe3+, plus un électron. Ici, il n'y a pas équilibré autre élément que le fer, puisqu'il est déjà équilibré. Il n'y a pas d'oxygène ni d'hydrogène, donc je n'ai pas besoin d'ajouter H2O ni H+. Il suffit seulement d'avoir l'équilibre des charges électriques. J'ai plus 2 égale plus 3 moins 1. Plus 3 moins 1, c'est 2. Donc c'est pour ça qu'il y a un seul électron. Ici, j'ai 6 électrons. Ici, j'ai un seul. Donc je dois multiplier celle-là par 1 et celle-ci par 6. Donc la première par 1, la deuxième par 6. Et j'ai comme équation bilan Cr2O7- plus 14H+, plus 6 Fe2+, donne 2Cr3+, plus 7H2O, plus 6 Fe3+. Et comme ça, on a l'équation bilan de la réaction. Donc, cette partie et la partie précédente résument ce que vous devez savoir pour bien écrire une équation d'oxydoréduction en milieu acide. On verra en exercice comment l'écrire en milieu basique. Nous arrivons maintenant au sujet de la leçon, transformation rapide et transformation lente. On va donner d'abord les définitions et des exemples. Les transformations rapides ont des durées inférieures à la seconde. On ne peut pas observer leur évolution à l'œil. Ce sont des réactions qui durent moins d'une seconde et on ne peut pas observer leur évolution. C'est-à-dire, dès qu'on met les réactifs en contact, on obtient instantanément les produits. Comme exemple, les réactions de précipitation. Prenons la réaction des ions argent, Ag+, et des ions chlorure, qui donne un précipité blanc, HgCl. La formation de ce précipité, elle est quasiment instantanée. La vidéo suivante montre cette réaction. Observons la réaction de précipitation entre Hg+ et Cl-. Dans un tube à essai, on a une solution de nitrate d'argent sur laquelle on verse une solution de chlorure de sodium. La réaction de précipitation est rapide. Elle est terminée dès que les réactifs sont mis en contact. Voyons encore cette réaction au ralenti. Dès que la goutte rentre en contact, la réaction est immédiate. Les ions Hg+ réagissent avec les ions Cl- pour donner un précipité blanc HgCl. Voyons encore une autre réaction rapide. Lors du dosage acido-basique, le changement de couleur de l'indicateur coloré. On verse une solution basique sur une solution acide. À l'équivalence, il y a changement de la couleur.
C'est dû à la réaction des ions H3+ et HO- qui donne H2O. Voyons cette réaction au ralenti. Dès que les réactifs rentrent en contact, le changement de couleur est immédiat. Donc la réaction est rapide, car on ne peut pas suivre son évolution à l'œil. Passons maintenant aux réactions lentes. Ce sont des réactions qui ont des durées de l'ordre de quelques secondes à plusieurs minutes. On peut observer leur évolution à l'œil nu, contrairement aux réactions rapides. Donnons comme exemple la réaction de l'eau oxygénée avec les ions iodure. Cette réaction s'écrit H2O2, c'est l'eau oxygénée. Elle réagit avec I- en milieu acide et ça donne de l'eau I2. La molécule de I2, il colore progressivement la solution en couleur brune. C'est-à-dire on verra la solution se colorer avec cette couleur progressivement. La vidéo suivante montre quelques exemples de réactions lentes. Ceci est une réaction lente. On a une solution incolore contenant des ions S2O3- et une solution incolore contenant des ions H3+. On a un bécher au fond duquel il est écrit la lettre NS. Lorsqu'on mélange les deux solutions, la première qui contient S2O3- et la seconde qui contient H3+. On mélange pour homogénéiser la solution. Apparemment, au départ, il n'y a pas de réaction. Comme s'il n'y a pas de réaction, on va accélérer le temps. La réaction, c'est entre S2O3- H3+, qui va donner le soufre. Le soufre qui colore la solution en jaune. Voilà, on voit l'apparition de la couleur jaune au fur et à mesure que le temps passe. C'est une réaction lente, puisqu'on peut suivre son évolution à l'œil, contrairement aux réactions rapides. Après avoir défini les réactions rapides et les réactions lentes, on passe à un paragraphe consacré aux facteurs cinétiques. Les facteurs cinétiques, ce sont des grandeurs qui modifient la vitesse d'une réaction. C'est-à-dire toute grandeur qui va modifier la vitesse d'une transformation est appelée facteur cinétique. Il existe plusieurs facteurs cinétiques, tels que la température, la pression, la concentration des réactifs et le catalyseur. Mais dans notre cours, on se limitera à deux facteurs seulement, la température du milieu réactionnel et la concentration initiale des réactifs. Ces deux facteurs seront étudiés au cours de cette année. Quelle est l'influence de ces facteurs cinétiques? L'influence de la température. Lorsqu'on augmente la température d'un milieu réactionnel, la vitesse de la réaction augmente. C'est-à-dire, plus la température est grande, plus la vitesse est grande. L'évolution d'un système chimique est d'autant plus rapide que la température est grande. Le contraire est aussi juste. L'influence de la concentration. Si on part d'un mélange réactionnel dont les concentrations sont plus élevées, la réaction ou bien l'évolution du système sera plus rapide. Et si au contraire on démarre la réaction avec des concentrations plus faibles, la réaction sera moins rapide que la précédente. L'évolution d'un système chimique est d'autant plus rapide que les concentrations des réactifs sont grandes. Donc, à savoir par cœur que l'élévation de la température augmente la vitesse de la réaction. L'inverse est juste. Plus on part de concentration initiale très grande, plus la réaction est beaucoup plus rapide. Alors, donnons par exemple l'influence de la concentration initiale des réactifs. Prenons 3 béchers, 1, 2 et 3, dans lesquels on met tous les 3 50 ml d'une solution d'eau oxygénée incolore. Dans le bécher 1, on met
50 ml d'une solution d'iodure de potassium acidifié de concentration C1 0,20 mol par litre. Il y aura réaction entre l'eau oxygénée et les ions I- qui vont produire I2. Et le I2 va colorer la solution initialement incolore avec une couleur brune. Dans le deuxième bécher, on met le même volume, 50 ml, de la même solution iodure de potassium, mais avec une concentration plus grande, 0,40 mol par litre. Dans le troisième bécher, on met un volume de 50 ml de la même solution, mais avec une concentration aussi grande que le deuxième bécher, 0,6 mol par litre. Lorsqu'on mélange les deux solutions dans les trois béchers, il y a apparition de la couleur brune qui caractérise I2. Et cette couleur brune va apparaître plus ou moins rapidement dans chacun des trois béchers. Le 3 a une très grande concentration, le 2 le suit, le 1 aussi. La réaction est plus rapide dans le 3 que le 2 et le 2 plus rapide que le 1. Donc ici on atteint la couleur finale. Après le bécher 2 atteint la même couleur et après le bécher 1. Donc la réaction est beaucoup plus rapide que la concentration est plus élevée. L'influence de la température du milieu réactionnel. Alors on va essayer de dissoudre un comprimé dans de l'eau chaude et de l'eau froide, comme le montre cette vidéo. On a vu, le comprimé se dissout plus vite dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Donc la température est un facteur cinétique. Son augmentation augmente la vitesse de la réaction. Ces facteurs cinétiques peuvent avoir plusieurs applications dans la vie courante, surtout dans l'industrie. Donc on peut dire que l'utilisation de ces facteurs cinétiques peut avoir plusieurs applications. Essentiellement, on va prendre deux exemples. Le premier, c'est ralentir ou stopper une réaction rapide par refroidissement brutal, ce qu'on appelle la trempe, c'est-à-dire ajouter de l'eau froide ou tremper le milieu réactionnel dans l'eau froide ou bien dans la glace. Ceci veut dire que si on a une réaction et on veut l'arrêter, pour l'arrêter, on doit diminuer sa vitesse. Et pour diminuer sa vitesse, on diminue la température. La diminution de la température se fait par refroidissement. Ce refroidissement se fait en ajoutant de l'eau froide au milieu réactionnel ou bien en trempant le milieu réactionnel dans l'eau froide ou bien dans la glace. Cette opération s'appelle la trempe. Deuxième application, au lieu de ralentir une réaction, on peut démarrer une réaction ou accélérer une réaction qui est lente. Cette réaction qui est lente ou bien qui est pratiquement inerte, on peut l'accélérer en augmentant la température. Ce procédé est utilisé dans l'industrie. En augmentant la température, la vitesse de la réaction augmente et le temps de production diminue. Donc on gagne du temps et on gagne en quantité du produit. Passons aux conditions de déroulement d'une transformation chimique. Ce paragraphe est essentiel pour comprendre comment agit le facteur cinétique pour diminuer la vitesse ou bien pour l'augmenter. Je suppose que j'ai une réaction quelconque A2 plus B2 qui donne 2AB. A2 et B2, les réactifs, AB, c'est le produit qu'on va avoir.
Pour que la réaction chimique ait lieu entre les deux espèces chimiques, il faut que ces deux espèces rentrent en choc. C'est-à-dire, ce choc doit être efficace. Ça veut dire que dans un milieu réactionnel, il y a des molécules, par exemple A2 et B2, qui bougent dans tous les sens et elles se heurtent, elles entrent en choc entre elles. Ce choc, s'il est efficace, il y a réaction. Ça veut dire au cours de ce choc, il y a rupture de certaines liaisons A2 et B2 et formation d'autres liaisons AB. C'est-à-dire que le choc efficace va détruire la molécule A2 et la molécule B2, donc il va rompre la liaison A2 et la liaison B2 et former une autre liaison, une nouvelle liaison, c'est la liaison AB. Et comme ça, les réactifs disparaissent et il y a apparition du produit. Donc, il y a toujours des chocs efficaces entre les molécules pour avoir une réaction chimique. Si le choc n'est pas efficace, c'est-à-dire que l'énergie acquise au cours du choc n'est pas suffisante pour casser les liaisons, il n'y a pas de réaction chimique. Donc, si les chocs sont inefficaces, il n'y a pas de transformation chimique. Donc, à savoir, un choc efficace, c'est un choc qui conduit à la rupture de liaison et formation d'autres, donc il y a transformation chimique. Un choc inefficace ne conduit pas à la rupture de liaison ni à la formation d'autres, donc il n'y aura pas de transformation chimique. Le schéma suivant résume cette situation. J'ai les deux molécules A2-B2. Au cours de leur mouvement, ils vont entrer en choc. Si le choc est efficace, il y a rupture de la liaison de A2 et rupture de la liaison B2 et formation d'une nouvelle liaison AB. Et à ce moment-là, on a des réactifs A2-B2 qui disparaissent et l'apparition de produits AB. Ou bien, si le choc est inefficace, il y aura rencontre entre les deux molécules, mais l'énergie au cours de cette rencontre elle est insuffisante pour rompre les liaisons. Et les deux molécules restent intactes, donc il n'y a pas de réaction chimique. Passons à la dernière partie, c'est comment interpréter microscopiquement l'influence des facteurs cinétiques. C'est une question qui est couramment donnée dans les exercices, c'est de donner une interprétation microscopique de l'influence de la température ou bien de l'influence de la concentration initiale des réactifs. Que lorsqu'on augmente la température, l'énergie cinétique des molécules augmente. Et lorsque cette énergie cinétique augmente, la probabilité d'avoir des chocs élastiques augmente. Et lorsqu'il y a beaucoup de chocs élastiques, donc il y a plus de formation de produits, donc la vitesse augmente. Plus la température est élevée, plus l'énergie cinétique des espèces chimiques sera importante et par conséquent, la probabilité d'avoir des chocs efficaces est grande. Donc la vitesse de la transformation augmente. Donc c'est la réponse qu'il faut donner si on vous demande de donner une interprétation microscopique de l'influence de la température sur la vitesse de la réaction. Donc l'élévation de la température augmente l'énergie cinétique des espèces chimiques, donc il augmente la probabilité d'avoir des chocs efficaces et par la suite augmente la vitesse de la transformation. Pour la concentration, plus la concentration initiale des espèces chimiques est grande, c'est-à-dire la concentration initiale des réactifs, plus le nombre d'entités qui réagissent est plus important. Et par conséquent, la probabilité d'avoir des chocs efficaces est grande. Donc la vitesse de la transformation augmente. Ceci veut dire, si j'augmente la concentration initiale des réactifs, il y aura beaucoup plus de molécules des réactifs ou bien de particules de réactifs que lorsque la concentration n'est pas grande. Et avoir un très grand nombre d'entités va engendrer un très grand nombre de chocs efficaces. Donc la vitesse va augmenter. Et l'un des facteurs qui fait que la réaction s'arrête à la fin, c'est qu'au cours du temps, la concentration des réactifs diminue, donc le nombre des entités diminue, donc il y a moins de chocs efficaces, donc la vitesse de la réaction diminue au cours du temps.
C'est une question aussi fréquemment posée. On peut vous demander pourquoi la vitesse de la réaction diminue au cours du temps. Il faut répondre qu'au cours du temps, la concentration des réactifs diminue, donc la probabilité d'avoir des chocs efficaces diminue aussi, d'où la vitesse de transformation diminue. Donc ceci, c'est la dernière partie de cette leçon. Vous allez trouver dans les liens de cette vidéo un lien pour la série d'exercices qu'on corrigera la vidéo prochaine. Je souhaite que vous ayez bien profité de cette séance et à la prochaine fois.